Bonjour Jean-François. Jean-François Alison, tu es l'auteur d'un livre remarquable sur l'imagination active, qui est paru il y a déjà presque un an. Jean-François, pour te présenter rapidement à nos auditeurs, tu as commencé, je crois, par des études de théologie avant de faire de la musique, et puis tu es le Oui, président de l'association jungienne de Strasbourg. oui, pendant 3 ans, oui. Pendant 3 ans, tu as été voilà, depuis Oui, 2009, je crois, c'est ça, tu fais des conférences oui. sur l'alchimie, sur Jung, sur la psychologie des profondeurs Sur l'imagination active et aussi. sur l'imagination active. Et donc voilà, tu as réalisé un livre qui est un des rares ouvrages sur l'imagination active en français, et très complet, que j'ai eu le plaisir de lire, même de t'accompagner un peu, de relire au temps de sa publication. Qu'est-ce qui t'a amené à publier un tel livre sur l'imagination active? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, c'est un étonnement. Un étonnement parce que quand on lit les mémoires de Jung, hein, l'expérience qu'il a faite à partir de l'année 1913 en se laissant mener dans l'imaginal et en rencontrant toute euh, t- j'allais dire toute sa faune intérieure, tous les personnages qui vivaient en lui. Et donc pour lui, l'imagination active, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est comme ça qu'il a son rapport personnel avec l'inconscient. Bon, évidemment par le rêve, c'est clair qu'il a fait beaucoup, hein, et, mais il y a quelque chose de fondamental qui s'élabore chez lui, en particulier lorsque cette imagination devient initiatique, lorsqu'il développe les 7 sermons aux morts qui sont vers la fin du livre rouge. On sent qu'il construit ce qu'il est profondément, pas seulement au niveau de la pensée, mais au niveau aussi de la réception de ce qu'il est dans son noyau à lui. Et euh, très bizarrement, dans la pratique dont j'entends parler, la pratique jungienne des analystes, eh bien, la plupart du temps, c'est pas du tout pratiqué. C'est même considéré comme plutôt dangereux quelquefois. Des gens se méfient. Bon, alors je dis pas que c'est pas dangereux. Je dis pas qu'il faut pas se méfier, mais il y a quelque chose quand même de très important et on passe à côté, en fait, de tout un potentiel de créativité de l'inconscient au cours de la cure qui, à mon avis, devrait être beaucoup plus utilisé et beaucoup plus mis en pratique. Euh, alors, c'est vrai que si on voit les gens à qui ça peut s'adresser, il y a une partie des patients, certainement, pour qui c'est pas vraiment utile et même peut-être un peu néfaste. Mais ce serait au moins bien que les analystes aient un peu de pratique, de façon à ce qu'ils voient lorsque que cet outil peut être utile pour faire avancer une cure, euh, qu'ils puissent l'utiliser et voir tout ce qu'on peut obtenir comme résultat avec ce moyen. Voilà. Donc c'est ça, c'est cet étonnement, cette surprise. Et j'ai voulu réhabiliter. Et peut-être au-delà, et mon premier chapitre, c'est justement le fait que toute notre civilisation occidentale contemporaine met l'imagination de côté comme quelque chose de, de flou, de pas intéressant, alors qu'en fait, quand on regarde, on y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, quand on voit la manière dont les enfants se construisent par l'imagination, au sein du jeu, hein. Et aussi, là, j'entendais hier hein, une interview d'un metteur en scène de cinéma. On lui demandait quelle était la relation entre le produit fini et ce qu'il avait imaginé. Et il répondait, euh, pour 95%, c'est ce que j'ai imaginé.
Et donc, pour lui, l'important, c'était d'imaginer chaque scène dans tous les détails à l'avant, de façon à ce que lorsqu'il était en face de ses acteurs, il puisse gérer son, l'élaboration du film à la manière dont il l'avait, lui, ressenti profondément. Et c'est bien montré que l'imagination est essentielle dans le travail d'élaboration de toute la vie psychique, en fait, hein. Pas seulement les architectes avec les plans, mais le musicien aussi, il faut qu'il imagine sa musique à l'avance. Donc il y a quelque chose que je voudrais euh, mettre en lumière, hein, c'est qu'il faut renverser notre vision de cette imagination. Et je viens de lire en particulier un bout encore de Stefanov, un anthropologue qui a beaucoup travaillé avec les chamans. Et il a tout un chapitre de réhabilitation du travail de l'imagination au début de son livre qui s'appelle Voyager dans l'invisible. D'ailleurs, j'en cite un petit bout au début de mon livre. Mais c'est très fort ce chapitre et il s'appuie sur des recherches très variées dans le domaine anglo-saxon en particulier. Et peut-être que c'est une culture qui pourrait être utile aussi euh, en France. Voilà. Merci, merci, hop, je reviens. Euh, Merci pour cette introduction. On touche d'emblée au problème fondamental de cette mise à l'écart de l'imagination, hein, Ouais. pas seulement dans la cure, mais dans toute notre société. Et peut-être que d'ailleurs ça explique pourquoi les Jungiens accordent finalement moins d'importance à l'imagination active qu'à la théorie et à un certain nombre de choses, au concept. Mm. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'imagination active? Qu'est-ce qui distingue l'imagination active d'autres formes d'imagination? Pourquoi parle-t-on d'imagination active? Alors c'est intéressant de distinguer la manière freudienne d'association d'idées et puis la manière jungienne d'élaborer une scène imaginaire. Dans la manière classique de la psychanalyse freudienne, on laisse venir des associations d'idées. Et donc, les idées engendrent d'autres idées de façon tout à fait spontanée, des images appellent des images, et puis on est un peu emporté dans un flux qui n'a pas de direction. Alors que euh, Jung a expérimenté qu'il était très important, à partir du moment où une image lui venait, de savoir habiter cette image avec un moi présent, un moi qui prend des initiatives. Il raconte en particulier dans un de ses séminaires qu'il avait un jeune patient à qui il voulait faire ce travail et le jeune patient était un petit peu en difficulté, ne comprenait pas ce que... Et puis il devait prendre le train pour aller à Kusnacht, là où habitait Jung. Et, et il voit à la gare une grande affiche publicitaire qui représentait les Alpes suisses et qui montrait un chemin qui montait vers la montagne avec une barrière. Voilà. Et puis, alors, cette image lui reste dans la tête pendant qu'il est dans le train. Et puis il se dit, mais au fond, je pourrais prendre le chemin et puis aller ouvrir la barrière et puis aller voir derrière le mur ce qu'il y a. Et Jung lui dit, ben voilà. C'est ça la bonne image, hein, Alors, évidemment, il y a des moments où on peut être tenté de sortir de ce cadre et de laisser l'imagination vagabonder. Mais les auteurs anciens qui avaient déjà bien fait la distinction entre imagination vraie et imagination fantastique, ça c'est les termes alchimiques et des termes aussi de l'école d'Ispahan, l'école d'Avicenne, hein, distinguer bien une imagination où le moi se laisse emporter dans le flot, et puis une imagination vraie où il était fixé sur les vérités éternelles, comme il disait. Et donc ça nous donne en fait possibilité de comprendre cette imagination vraie d'abord, comme pas forcément lié au moi, c'est-à-dire que ce qui apparaît va venir d'une autre source
que le moi. Et c'est un sujet d'ailleurs de surprise, souvent. Et donc de comprendre qu'il y a un autre en nous qui peut parler, qui peut élaborer, et qui peut élaborer à partir d'images en particulier. Et puis, le troisième aussi, c'est qu'on a le sentiment, quand on est dans cette imagination vraie, que on est proche de ce que Jung appelait les images archétypales, c'est-à-dire des grandes images qui nous habitent depuis la nuit des temps, pour lui. Et alors, évidemment, on pourrait dire, mais tout ça, c'est du fantasme. Mais non, c'est la différence aussi entre la méthode freudienne et la méthode jungienne, c'est que pour Jung, il faut faire l'expérience pour comprendre. L'expérience passe avant tout, et peu importe ce que sont les choses, en fait, dans leur réalité ontologique, je dirais, hein, euh, mais ce qui est important, c'est comment elles nous apparaissent et comment elles agissent sur nous. Tout ce qui est réel agit pour lui, hein, en jouant sur le mot Wirklichkeit, Wirken en allemand. Donc il y a cet élément-là qui fait qu'on va reconnaître, on va faire l'expérience de quelque chose de très fort en nous qui s'établit et qui vient nous interpeller et qui a une puissance importante. Barbara Hanna, qui était une disciple de Jung, donne un exemple dans son livre qui s'appelle Rencontre avec l'âme, qui est un très beau livre parce qu'elle rassemble toute son expérience thérapeutique, et elle cite un, un extrait des textes des pyramides, vieux de 2200 ans, qui s'appelle L'homme fatigué de vivre. Et cet homme, c'était un paysan égyptien qui avait vu sa récolte détruite par une crue. Enfin, il y avait un gros problème météorologique. Et puis, il est vraiment découragé et il va se jeter dans le Nil pour se suicider. Et en chemin, il entend une voix qui l'interpelle. Il s'arrête et puis, cette voix lui fait le reproche de sacrifier des choses immenses et merveilleuses euh, à une préoccupation tout à fait euh, bon, mercantile, enfin, en tout cas pas très élevée, pas du tout spirituelle. Et il est tellement surpris par cette proposition d'une autre manière de voir sa situation que d'abord il proteste et ensuite il change d'avis et il revient vers sa maison et puis il repart dans la vie. Alors je ramasse quelque chose qui est beaucoup plus important dans le texte et puis dans l'analyse de Barbara Anna, mais il y a cette rencontre avec quelque chose qui est de l'ordre de la vie et qui ouvre sur une nouvelle perspective lorsqu'on est pris dans un conflit. Et ça, je crois que c'est ça qui fait qu'on peut dire qu'elle est vraie, c'est parce qu'elle touche à quelque chose d'immensément vital, je dirais. Et quand on fait l'expérience soi-même et qu'on est mis devant une nouvelle ouverture sur la vie, on se rend compte qu'il y a bien des choses en nous qui sont bien au-delà du moi. Alors justement, au-delà du moi, pour le paysan égyptien, si je crois bien me souvenir, c'est pour lui, il parle avec son bas, avec son Oui, c'est âme, ça. finalement. Oui, oui, oui. Mais nous, de notre point de vue, du point de vue de la psychologie jungienne, euh, d'où viennent ces images, d'où viennent ces voix, qui parlent? Quel est cet autre qu'on rencontre dans l'imagination active? Alors ça, c'est une chose qui est liée au travail initial de Jung, qui travaillait dans un hôpital psychiatrique à Zurich et qui avait affaire à des psychotiques, des malades qui euh, f- faisaient l'expérience d'être habités par des personnages différents. Alors, bon, c'est classique pour dire ce fou-là, il se prend pour Napoléon, etc. Mais c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose de vrai, c'est que le, le malade psychotique dont le moi est très faible se laisse envahir
par quelque chose qui est dans la psyché naturellement et qui vient s'imposer et qui vient donner ou une justification éventuellement à la vie de la personne ou une réhabilitation par rapport à une inquiétude de ne pas être à la hauteur. Enfin, donc on se réfugie dans des identités qui sont en fait des éléments qui sont en nous. C'est ce que Jung a compris en force de les écouter, c'est que on était habité par un certain nombre de personnifications qu'il a appelées complexes autonomes à tonalité affective. On voit ça dans ses premiers écrits des années 1910 sur la psychogénèse de la maladie mentale en particulier. Et donc, ce qui était important, c'était de comprendre que le, no- notre vie courante, nous qui sommes en bonne santé mentale, ne nous empêche pas d'être habités par un certain nombre de complexes de cet ordre qui sont liés à toute notre histoire affective et qui sont aussi liés à toute une base archétypale qui est en nous, qui donc qui a une existence, mais que dans la vie courante et dans notre éducation, nous n'avons pas appris à contacter et à voir quelle était la réserve énergétique qu'il y avait derrière ces complexes. Alors, il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont positifs. Il y a toute une vie dans l'inconscient qui dépasse l'imagination, si on peut dire, qui est immense. Et Jung en faisait l'expérience au début de son expérience en 1913. Au fur et à mesure, il dit ça dans ses mémoires, au fur et à mesure que je rencontrais telle ou telle entité, et il se disait, mais cela, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. D'où est-ce que ça sort? Et puis il refaisait encore une autre expérience et il y avait encore autre chose qui arrivait. Et ça non plus, tu l'as pas vu? Il y avait donc, alors que il n'était pas fou. Il avait un moi fort, mais il a eu le grand courage de mettre ce moi-là de côté de façon euh, momentanée, de façon à pouvoir laisser advenir ces images qui étaient en lui. Il parle d'émotions en particulier pour c'est des complexes à tonalité affective parce qu'ils sont liés à des émotions. Et il disait que c'était très important pour lui de laisser venir les images qui étaient sous les émotions, de façon à pas se laisser happer, pas détruire par l'intensité émotionnelle, comme il voyait dans son travail à l'hôpital psychiatrique. Voilà, donc c'est ça qui est en nous. Et un des buts de l'imagination active, c'est nous mettre en relation avec ce qui va se produire, ce qui va remonter de ces complexes. Et ben, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus facile à comprendre si on pense au complexe père, au complexe mère qu'on peut avoir et toutes les difficultés qu'on a pu avoir avec les parents de rencontrer des images qui sont liées au complexe père ou au complexe mère et qui permettent de laisser advenir ces émotions en nous et puis de faire qu'elles peuvent nous enrichir plutôt que nous détruire. Voilà, c'est tout le travail. C'est tout le travail, c'est un travail de conscience qui nous amène, si je comprends bien, à découvrir que sous l'impression d'être une personne, en fait, on découvre une multiplicité de personnages, on découvre un monde intérieur, tout un monde avec lequel on rentre en relation à travers l'imagination. On parlait de Jung là, mais tu as évoqué tout à l'heure le fait que l'école d'Ishpahan, donc, que tout ça était déjà bien connu.
des anciens. Enfin, il y a Jung l'a reformulé, l'a remis au goût du jour, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin l'a réadapté pour la psychologie jungienne et pour notre époque. Mais finalement, ces choses-là, on les connaît depuis très très longtemps. De très haute antiquité. Oui. Donc, je parlais tout à l'heure justement de ce texte des pyramides de 2200 avant Jésus-Christ, hein, mais dans la période grecque, on a par exemple l'Iliade et l'Odyssée. Et le nombre de fois dans l'Odyssée où Ulysse va faire une bêtise et puis qu'il y a Athéna ou Hermès qui lui apparaissent et qui lui disent non, non, il faut passer par là. Et puis quand tu verras la magicienne Circé, euh, elle te fera faire ça, mais il faudra surtout pas obéir. Il faudra sortir ton épée, le mettre sur la gorge et la forcer à faire ce que toi tu veux et pas de se laisser. Par exemple, hein, euh, et il y a aussi un philosophe qui s'appelait Boès, dont on parle peu dans le monde jungien, que Montaigne aimait beaucoup lire. Il vivait au VIe siècle après Jésus-Christ. Il a été pris dans des inscrits de cours et il est menacé d'être exécuté. Et donc, il est désespéré dans sa prison et il voit tout d'un coup une femme majestueuse, pleine d'autorité, qui arrive et qui lui dit, mais pourquoi tu te laisses prendre comme ça à tes sentiments avec moi, avec la philosophie? C'était une image de la philosophie qui lui apparaissait. Tu sais maîtriser toutes ces émotions, tu sais prendre les choses de haut. Et alors, il fait un grand discours, il y a un dialogue qui s'établit, et au bout du compte, Boès a de nouveau envie de vivre et puis de se battre pour sortir de cette situation. On pourrait multiplier les exemples. Et alors, tu parlais de monde, et je trouve que c'est intéressant de citer l'élaboration d'Avicenne. Donc, ça se passe au Xe siècle après Jésus-Christ, dans un contexte islamique, islamisant, mais où les philosophes et les théologiens ont envie comme on est en Perse, de faire quelque chose qui allie la pensée islamique et puis la pensée perse, réhabiliter le monde de la lumière de Zoroastre en particulier. Et ils font l'expérience de vision euh, très importante que Henri Corbin a traduit dans les années 1945-50 et il nous a mis en relation avec un magnifique corpus visionnaire d'Avicenne et de Sohravardi en particulier. Et dans ce corpus, il y a le récit d'apparitions de sages ou d'anges ou d'archanges qui ont un discours initiatique. Et ils se présentent comme habitant un monde intermédiaire entre le monde terrestre et le monde céleste qu'ils vont appeler le Malakut, le royaume en arabe, quelque chose comme ça. Et ce monde intermédiaire est très important parce que il permet à Dieu d'aller parler aux hommes par intermédiaire des images, hein. C'est l'image de l'annonciation, par exemple, de la Vierge Marie qui voit un ange lui annoncer qu'elle va tomber enceinte. C'est tout à fait dans cette image de l'ange qui est le messager qui est la reproduction d'Hermès aussi dans la mythologie grecque et dans d'autres mythologies. Il y a ce messager qui transmet la volonté divine, qui la rend acceptable, compréhensible pour les hommes et qui prend des formes qui sont des formes de sages, mais aussi qui peuvent avoir d'autres façons de se personnifier. On voit des compagnons de route qui sont des gloutons, des menteurs, des voleurs. Enfin, il y a toute une série il y a toute une élaboration plus ou moins mythologique qui se fait dans ce royaume intermédiaire. Et c'est très important de retrouver ça à notre époque parce que on a trop une vision binaire depuis Descartes, depuis les Lumières, hein, entre le corps et l'esprit
de retrouver une dimension de l'âme, en fait, intermédiaire. Une dimension que Jung a bien récupérée avec sa notion d'anima et d'animus, qu'il conçoit comme des intermédiaires, des messagers entre le conscient et l'inconscient. Donc il y a une continuité très, très forte dans l'expérience intérieure, tout simplement. C'est pas une question de métaphysique, c'est parce qu'on le dit à chacun à notre manière, mais quelque part, il y a quelque chose qui reste valable quand on voit les métaphores et la manière de construire les images. Alors, tu viens de lâcher un gros mot important, là. Tu as Ouais, parlé d'âme. Il va peut-être falloir ouais, qu'on revienne. Là, j'ai capté aussi qu'au début de notre entretien, tu as parlé d'imaginal. Et ça va peut-être ouais, réclamer d'éclairer la différence entre imaginal et imaginaire. Mais avant de t'emmener là, je crois que c'est important de souligner comment on vient de sortir du champ de la psychothérapie jungienne, hein. L'imagination active, c'est un outil de psychothérapie, c'est même un pilier pour Bernard de France, mais la retrouve dans la littérature, on la retrouve, on la retrouve finalement partout. Euh, et cette imagination, elle a toujours été connue, elle a toujours. Alors, justement, ce travail en imagination active, il s'adresse pas qu'aux patients en thérapie, c'est aussi des artistes peuvent rentrer, des écrivains peuvent rentrer en imagination active quand ils écrivent. Et qu'est-ce que c'est ce domaine de l'âme qu'on approche à travers l'imagination active? C'est quoi le monde imaginal par rapport à l'imaginaire comme on le connaît d'habitude? ben, c'est ce que je disais, c'est un monde qui nous relie à nos sources fondamentales. Hein. Et pour le croyant, c'est ce qui nous relie à Dieu. Alors justement, on a fait des études, là, je sais plus par quelle source je sais ça, mais de voir que lorsque les, les croyants ont une relation avec un imaginal donc développé, euh, la- l'intensité de l'expérience religieuse est beaucoup plus forte parce qu'un canal s'ouvre dans la personne entre ce qui pourrait être compris de façon très abstraite, hein, qu'est-ce que Dieu? Euh, qu'est-ce que le Christ? Alors, c'est bien des personnages, enfin, le Christ est un personnage concret, hein. Enfin, disons, Jésus est le personnage concret. Le Christ, c'est le, ce qu'on a fabriqué à partir de ce personnage concret en projetant, d'après Jung, l'image du soi sur ce Christ, sur ce Jésus. Hein. Voilà. Donc, c'est un espace où le, je crois que le mieux peut-être c'est de partir du livre de Nakash qui s'appelle Le cinéma intérieur. Lionel Nakash, c'est euh, un neurologue actuel qui a fait beaucoup d'expériences sur le cerveau et avec toute une série d'une communauté scientifique qui est dans ce sens-là, il constate que lorsque nous imaginons courir, ce sont les zones qui feraient effectivement courir le corps qui se mettent en- à s'illuminer, hein, Mhm. en tout cas, elles fonctionnent, hein. Lorsque je vois quelque chose avec une vision intérieure, j'ai les mêmes zones oculaires qui vont se mettre à travailler. Sohrawardi, je parlais justement des sens intérieurs. Vois-le avec tes yeux intérieurs, sens-le avec ton nez intérieur, écoute-le avec tes oreilles intérieures. Ils avaient bien senti qu'il y avait euh, une communauté d'essence, d'une certaine manière, entre l'acte extérieur et l'acte intérieur. Mais alors, donc, si on peut faire tout ça par la pensée, sans effectivement bouger le corps, on construit un univers en nous.
Et c'est à l'état potentiel, en tout cas. Hein. Donc, plus on l'habite, plus on va pouvoir être en relation avec la divinité. Il y a, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites dans ce sens-là. Et ça permet de voir aussi, à propos de la question qu'on pose souvent, des états modifiés de conscience. Euh, il y a une école qui veut vraiment faire de ces états-là des moments d'extase complètement différents de la réalité ressentie. Et puis, cette école que revendique Stéphanov, justement, de, de comprendre que le chamanisme, c'est pas de l'extase, c'est simplement une mise entre parenthèses et sens extérieur qui permettent de vivre une vie parallèle dans ce monde intérieur. De- hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, en tout cas, moi, je crois que je te comprends. Oui, Euh, on rentre en contact avec ce monde intérieur en se détachant du monde extérieur. tout à fait. Et Oui, finalement, ça a les mêmes effets neurologiques oui, que la relation avec... voilà. Mais on rentre en relation, tu parlais de relation, hein, on rentre en relation avec quelque chose qui est vivant. Et alors, est-ce oui. que ce quelque chose qui est vivant, c'est nous qui le fabriquons ou il a une vie indépendante de celle de notre conscience, de notre moi? Avec qui on rentre en relation finalement à travers ça? Alors ça, c'est le grand mystère. C'est ce que Hume n'a pas voulu trancher sur la question. Il a dit, notre inconscient dépasse notre individualité dans sa version collective. Hein. Il a appelé ça le psychoïde. C'est un terme pour désigner une réalité qui a un contenu psychique, mais qui nous dépasse et dont on ne peut rien dire de plus. Hein. Alors, euh, donc, ça explique qu'il y ait depuis toujours des expériences mystiques dans les différentes religions et que c'est plus ou moins, ça soit plus ou moins mis en valeur selon les lieux, selon les traditions. Mais il y a quelque chose qui vit en nous. Euh, alors, à base de complexes autonomes, hein, comme je disais tout à l'heure, mais aussi à base d'énergie fondamentale. Pourquoi on se réfère à des dieux ou à un dieu? Pourquoi est-ce que c'est permanent depuis des millénaires qu'on se fasse ces références? C'est parce que quelque part, et ça c'est aussi bien Calvin, Luther et Saint-Augustin qui le disaient, on a naturellement une image de Dieu en nous. Voilà, et donc c'est une question d'image, c'est pas une question forcément de dire on est en relation avec Dieu, mais en tout cas on éprouve cette relation avec l'image comme très forte. Alors on retrouve ce monde des images, hein, finalement le Alam Mittal, le monde Oui, imaginaire de Sohrawardi, de Avicenne, c'est le monde des images vivantes. oui, oui, On rentre en relation avec elles et elles peuvent nous apprendre des choses que même la conscience ne savait pas. Elles peuvent vraiment nous guider. On pense à Dante sur le chemin de l'enfer avec Béatrice puis Virgile, qui est oui, la relation au maître intérieur, c'est la ça. relation, voilà. Euh, Pratiquement parlant, euh, ça se pratique d'habitude surtout en cabinet. En tout cas, c'est guidé hein, souvent par un analyste et il vaut mieux, au départ en tout cas, être Mm. accompagné. Mais qu'est-ce que tu peux dire de comment on rentre en imagination active? Quelles sont les étapes de l'imagination active? Oui, c'est vrai qu'on on aurait pu peut-être commencer par là, c'était plus simple. Mais juste pour finir, ce que tu disais avant, il y a un très beau livre de Amélie Nothomb qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle Psychopompe. Et elle raconte elle avait perdu son père, qu'avant sa mort, elle avait des conversations intéressantes avec son père, mais qu'après sa mort, les conversations étaient devenues beaucoup plus intéressantes et qu'elle n'aurait jamais pu imaginer tout ce que son père lui disait à ce moment-là.
Mais le Newton n'est pas susceptible d'être ni thérapeute, ni jungienne, ni quoi que ce soit. Hein. Donc elle fait l'expérience de rencontrer en elle un principe de connaissance supérieure. Alors, et elle met enfin, le canal qui lui permet de se relier à cette source, c'est son père qu'elle imagine, son père, l'image de son père, en fait. Hein. Alors, elle pense qu'elle est vraiment en relation avec le père mort, je pense. Mais il y a une zone qui est reliée à cette image de père en elle, qui la relie à elle-même, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre beaucoup plus. Hein. Et en même temps, quand des défunts viennent nous voir en rêve, par exemple, Oui, il s'avère important de considérer la possibilité qu'ils soient vraiment eux. Et pas nécessairement psychologiser ça en faisant juste une représentation du défunt, une compensation mm, pour le départ. Et en parlant d'Amélie Nothomb, tu soulignais quelque chose qui me paraît très important. Elle est surprise. ouais, Elle est surprise parce qu'elle reçoit. Et je crois qu'on a une des caractéristiques de l'imagination active. Je me souviens que von Franz disait que souvent une des résistances à l'imagination active, c'est qu'on se demande, oui, mais c'est moi qui invente ça. c'est Et ça, il y a ouais, toujours un moment où il y a quelque chose qui survient, qui est complètement surprenant, que le moi ne pouvait pas savoir, que c'est le ça. conscient ne pouvait pas savoir. Mm. Alors, comment on engage un processus d'imagination active? Alors, on peut faire ça seul. On peut faire ça avec quelqu'un. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sécurisés s'ils sont avec quelqu'un. Et d'autres qui ont besoin d'être seuls parce que l'autre l'empêche de... Voilà. Donc, d'abord, le premier stade, c'est de s'isoler et puis de couper avec tous les soucis du monde extérieur. Hein. C'est comme de la méditation au départ. Hein, c'est important de faire ça. Et puis, en faisant silence en nous-mêmes, de laisser advenir euh, une image visuelle, qui peut être aussi une image auditive. Hein. Ça peut être aussi une phrase que on entend et qui nous engage à quelque chose. Alors ça, c'est le première étape où on se met en relation avec l'imaginal, en fait. Et, et dans cette étape, c'est très important de rester fixé à la première image pour éviter d'être embarqué dans les associations d'idées qui vont sortir et qui vont nous ramener en fait, au quotidien. Deuxième étape, c'est voir ce qui se passe, être, intervenir, hein, comme le jeune homme qui a décidé de monter le chemin dont je parlais tout à l'heure dans l'affiche. Hein. Jung parlait aussi d'une expérience qu'il avait vécue jeune où il avait vu un tableau et il s'était imaginé qu'il entrait dans le tableau pour aller à la rencontre de son grand-père pasteur qui était là sur sur le tableau. Hein. Donc, c'est être actif dans ce cadre qui est posé. Et puis, le troisième moment, c'est que on va se trouver en face d'un complexe autonome ou d'une image, d'une énergie en nous qu'on ne connaît pas et qu'il va falloir euh, affronter, dit Jung. Hein. Il parle alors lui, effectivement, je donne un exemple, dans son livre rouge, à un moment donné, il voit apparaître au loin, il est sur une tour, il voit un cavalier rouge qui arrive et qui monte dans la tour où il est et qui le prend à partie et il comprend que c'est le diable qui la taille. Et donc, il y a effectivement une confrontation assez importante entre les deux parce qu'ils défendent des valeurs totalement opposées. En fait, c'est une manière d'affronter son ombre. Hein, et à un moment donné, et ça va être le résultat de cette confrontation, il va avoir quelqu'un un des deux va parler de la danse
et le mot joie va sortir du dialogue. Et il se rend compte que ce que le diable lui a apporté, c'est de savoir profiter de la vie et de plus être dans sa recherche de notoriété ou en tout cas de cette espèce de pulsion de dévoration de livres qu'il avait qui faisait qu'il était entièrement dans sa vie intellectuelle et dans ses patients, mais qui ne savait pas vraiment jouir de la vie. Donc, cette confrontation, elle aboutit à quelque chose qui va changer la manière de voir de la personne, hein. C'est le bas qui va empêcher l'Égyptien d'aller se noyer et lui faire rendre compte qu'il avait des choses à... Et dans ce troisième moment, j'ai distingué dans mon livre quatre possibilités. D'abord, une confrontation simple. Ensuite, ce que Barahana raconte comme un voyage où de séance en séance, on va avancer vers un but, comme une espèce de voyage spirituel, comme l'Odyssée, hein, qu'on peut voir comme ça. Et puis, la troisième, c'est un discours initiatique, c'est-à-dire que l'instance qu'on va rencontrer sait beaucoup plus de choses que nous et il va nous enseigner des choses importantes sur ce qu'on est réellement et ce quel est le but de notre vie, par exemple. Et la quatrième possibilité, c'est que ça débouche à la fin sur une expérience très forte sur le plan religieux, de contact avec une image archétypale. Par exemple, il y a l'idée de la nuit de feu de Eric Emmanuel Schmitt qui donne une belle illustration de cette possibilité-là. Et le quatrième stade, donc je reviens à mon premier quatre moments, c'est que faire avec ce qui est arrivé. Et donc, Jung nous dit, ben, il faut accepter de changer les choses dans notre vie en fonction de ce qui s'est dit. Et donc, par exemple, là, dans le cas de Jung, se donner des moments où il prend le temps de vivre avec sa femme et puis avec ses enfants et puis vivre une vie normale et pas d'intellectuel toujours à courir sur les chemins. Voilà, donc, et moi je rajoute, parce que ça c'est dans le livre rouge, Jung en est à ce point-là, à un moment donné, et puis il y a des kabirs qui apparaissent, c'est-à-dire des petits nains de la mythologie grecque, qui lui disent, mais arrête de te prendre la tête comme ça, on fait l'essentiel du chemin, et en fait, c'est sentir que dans l'inconscient, quelque chose est touché par la relation qui s'est établie et qui fait que quelque chose bouge en nous euh, profondément et que ça va donner des fruits simplement parce que ça a bougé comme ça. Voilà, donc ça, c'est les quatre moments que j'analyse dans le chapitre de mon livre. Merci. Il faut dire que ton livre, vraiment très riche, hein, il peut être utile aussi bien aux praticiens Mm, que toute personne qui s'intéresse à l'imagination. mm, Il regorge d'exemples, de références, puis d'indications pratiques, justement. Euh, je crois que tu soulignes particulièrement l'importance, et tu cites Von France là-dessus, l'importance de l'inscription dans la vie réelle, comme on en tire des conclusions. mm. Il y a confrontation parce qu'il y a quelque chose d'autre que le point de vue du conscient qui est rencontré, hein. Oui, Très c'est ça. généralement, ça vient pas confirmer ce que nous croyons savoir. Oui, Ça vient, c'est comme le rêve. Une des règles avec le travail du rêve, c'est que le rêve amène quelque chose de nouveau à la mm. conscience. Il y a Bah toujours oui, quelque chose de oui. nouveau. Mm, Ça me paraît important à cet endroit-là de souligner que, à partir de l'imagination active comme ça, il y a beaucoup d'élaborations artistiques qui sont possibles. On peut écrire. Ça peut donner lieu à de la peinture. J'imagine, tu es musicien, que ça peut donner lieu même à faire de la musique, à composer de la musique. J'ai souvenir d'une conteuse qui me racontait comment elle rentrait en relation avec ses personnages de contes, euh, par l'imagination comme ouais, ça. ouais, Euh, je peux souligner aussi que le travail du rêve, l'écoute intérieure du rêve que je transmets pour ma part, c'est justement une façon d'utiliser le rêve comme porte d'entrée dans l'imagination. ouais, Voilà. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'importance du corps dans tout ça. Et pour y introduire, je voudrais lire une citation que j'ai relevée dans ton livre, que j'ai trouvé remarquable, d'Aimé Niel,
qui donne en même temps vraiment des clés, semble-t-il. Il part de l'émotion. Il part de l'émotion pour faire l'imagination et il dit, il s'agit, sans réprimer l'émotion, comme on en a souvent le réflexe, d'attendre qu'elle prenne figure, qu'elle prenne la forme d'une image, puis d'en faire le tour sans chercher à la fixer aussitôt par une signification, sans la replacer immédiatement dans un discours, donc sans l'intellectualiser, on pourrait dire. C'est le temps du corps, un temps de lenteur, de réflexion tâtonnante et de silence. Alors un dialogue devient possible avec l'image. Le moi peut suivre ses métamorphoses, prendre sa place dans l'histoire qui se forme et se déploie, écouter ce qui lui est dit et y répondre de son point de vue. Oui, J'ai l'impression qu'il nous donne un peu toutes les clés là en nous suggérant l'attitude fondamentale et j'ai été touché qu'il mentionne le corps, qu'il nous dit c'est le temps du corps. J'ai l'impression qu'on l'oublie trop souvent quand on parle d'imagination et même d'imagination active. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que lorsqu'on touche à des choses importantes, le corps réagit toujours. C'est-à-dire, euh, à ce moment-là, je sens que quelque chose se remet en route dans mon ventre, par exemple, hein, ou que mes épaules se détendent, ou qu'il y a une nouvelle chaleur qui m'envahit, euh, ou tout d'un coup je me sens beaucoup plus serein, et donc que je me sens bien dans mon corps, hein, que petit à petit, en fait, on se réapproprie les perceptions proprioceptives du corps, hein. C'est important parce que si on vit sans se sentir vivre dans son corps, on passe à côté d'un grand nombre d'éléments de la vie. Mais les complexes autonomes, lorsqu'ils sont refusés, nous coupent la plupart du temps d'une partie de notre corps. Et c'est pour ça que c'est très important de les recontacter pour qu'ils nous donnent accès à ces zones-là. Mon expérience en tant Oui. qu'accompagnant me donne l'impression que des fois, en tant qu'accompagnant, mon corps à moi aussi est sollicité dans l'imagination active d'une personne. Je vais sentir des choses. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un accompagnant qui accompagne quelqu'un dans une imagination active va se mettre lui-même à ressentir des émotions, ou des choses dans son corps? Alors là, ça fait partie d'une problématique transférentielle, d'une certaine manière, hein, de relation entre le médecin ou en tout cas l'accompagnant et l'accompagné. Hum, J'ai moi l'impression qu'il y a comme une espèce de troisième entité qui se crée entre les deux et qui fait que l'accompagnant, il va dire des choses qu'il n'aurait jamais pensées euh, par lui-même et qui fait que il y a des passages sur le plan énergétique qui se font de corps à corps, je pense. Euh, C'est ce lien, comme si c'était un lien ombilical, quoi, qui se recrée et qui font que ben, les corps fusionnent. Mais en tant que prof de musique, j'ai aussi cette expérience de voir un élève jouer et de sentir mon épaule gauche qui se contracte. Et je regarde son épaule gauche passer, celle qui s'est contrastée. Donc, je connais ça aussi dans le travail musical, hein, de cette communication corps à corps. Euh, L'imagination active dans la musique, c'est vrai que la musique pourrait être un moyen de dire quelque chose, mais je, personnellement, c'est beaucoup plus l'écriture automatique, moi, qui m'a permis d'entrer en relation avec l'inconscient. Après, mon travail musical s'est trouvé nourri, évidemment, du travail de l'imagination active, mais pas directement. J'ai plus l'impression qu'il fallait que je passe par les mots, pas forcément par la pensée, mais au moins par les mots, pour pouvoir être en relation avec les images. C'est c'est justement parce qu'il y a négociation, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, du troisième stade, et puis il y a initiation. Et sans mots,
Euh, on peut très bien initier en faisant comme dans le Cantique des oiseaux d'Attar, en racontant des petites histoires. Et donc, on voit ça dans le livre rouge, par exemple, quand tout d'un coup, l'âme s'adresse à Jung et lui dit, je vais te raconter un conte. Et c'est l'histoire d'un roi qui ne voulait pas que son fils lui succède. Enfin, et donc il fait intervenir une sorcière. Je ne veux pas entrer là-dedans encore, c'est très long, mais dire qu'il y a une manière d'être initié par des contes ou imaginés par l'instance qui nous visite. Oui, au-delà de l'écriture automatique, moi je peux témoigner que l'écriture de fiction, quand on sait ce qu'on fait, c'est une imagination active, c'est-à-dire que ça permet à des personnages qu'on Oui, soupçonnait pas d'avoir en soi, comme un ancien militaire retraité, d'apparaître tout d'un coup et de nous expliquer leur point de vue sur la vie. C'est assez surprenant. Et ce que tu nommais de cette sympathie voilà, de l'épaule gauche, par exemple, oui, de ton étudiant, on explore ça aussi dans le domaine du travail du rêve, comme le chant du rêve, comme si dès qu'un rêve est entendu, il met en connexion le rêveur et la personne oui. qui l'écoute. On parle de Euh, champ psychique, hein, je crois, dans ces cas-là. un chant psychique, comme Et si en fait pas l'inconscient avec n'appartenait AMP, à hein. personne. Pardon? Un champ AMP, Oui, AMP, qu'est-ce que tu veux dire? ben pas ANT, euh, chanter. Ah, un chant AMP, oui, oui, d'accord. Oh, mais c'est quand même assez enchanté aussi, hein. Voilà. En tout cas, en chantant. Et ça peut nous amener à chanter, c'est certain. Je crois que c'est important de souligner aussi que justement l'imagination active, quand on rencontre peut-être une certaine frustration dans le travail avec le rêve, parce que le rêve ne répond pas toujours aux questions qu'on lui pose. En tout cas, Jung recommandait l'imagination active à partir d'un certain point du travail intérieur, parce que là, on rentre dans un dialogue direct avec Ouais, l'inconscient. voilà. J'ai relevé dans ton livre, hein, c'était Barbara Anna, je crois, qui avait indiqué 6 bonnes raisons, c'est que Jung avait identifié Oui, 6 raisons pour conseiller la pratique de l'imagination active. Lorsque l'inconscient déborde de fantasmes, oui, il y a besoin de faire quelque chose avec ces fantasmes. Lorsque les rêves sont trop nombreux ou qu'ils sont récurrents, oui, ou quand ils sont trop rares, lorsque quelqu'un sent qu'il a été sous l'effet d'influences inconnues, coupé de la réalité, lorsque l'adaptation de la vie a été endommagée et qu'aucune solution n'émerge, on va chercher la solution, mm, hein. Et lorsqu'une personne tombe constamment dans le même piège, qu'on est ramené toujours au traumatisme du passé, dans une boucle sans fin. mm. Ça peut être aussi quand on a perdu le sens de la vie et que il faut se trouver quelque chose en pénétrant dans les profondeurs et pour que quelque chose vienne et vienne donner une nouvelle direction à la vie. Qu'est-ce qui, tu mentionnais au début que l'imagination active pouvait être perçue comme dangereuse, Oui. qu'elle n'était pas nécessairement indiquée pour tout le monde. Qu'est-ce que tu peux en dire? Quelles sont les précautions à prendre pour approcher l'imagination active? Ben, l'essentiel, c'est d'avoir un moi assez fort, c'est-à-dire qu'il soit averti qu'il peut être possédé ou envahi euh, par un contenu qui n'est pas lui. Et pour faire comprendre ça, on peut parler de la colère. Quand quelqu'un se met en colère, il est envahi par un affect inconscient et qui fait qu'il perd la notion de ce qu'il est. Il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. C'est souvent le cas quand quelqu'un s'est mis en colère. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Et donc, la réponse, c'est attention à toute profil psychotique. Hein, comme ce que je disais tout à l'heure à propos des patients de Jung, ils se sont laissés envahir par ces personnifications et ils ont perdu le contact avec la réalité. Tant qu'on a un moi qui est en relation avec d'autres personnes, qui est à l'aise dans son réel, euh, tout va bien. Mais si on n'a pas des relations fortes autour de soi, ça peut être très dangereux.
parce que on risque d'être avalé par quelque chose d'extrêmement puissant. C'est ce que disait Jung, hein, il s'est rendu compte au bout de quelques mois que heureusement qu'il avait une famille, des patients et un emploi du temps serré, et que ça lui a permis de faire ses voyages intérieurs sans être trop bousculé et en tout cas sans perdre pied par rapport à la réalité. C'est ça le problème. De mon point de vue, dans ma pratique, euh, d'abord ce que tu dis, peut-être pour l'illustrer, au fond, c'est de prendre conscience que les enfants, par exemple, ne savent pas distinguer entre le rêve et la réalité. Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable de distinguer justement entre le rêve et la réalité, qui soit capable de faire l'aller-retour. Et de mon point de vue, ça réclame en fait ce travail souvent un cadre symbolique, un contenant fort pour pouvoir faire la différence finalement entre le, le monde réel, ordinaire, où la conscience évolue, et puis ce monde imaginal. C'est donc aussi l'imagination active, un travail qui peut appeler à des rituels, à une symbolisation. Est-ce que tu utilises toi-même des choses de cet ordre-là? Mon travail personnel, c'était toujours une suite de cahiers, comme Jung avec ses cahiers noirs. Il écrivait ça au fur et à mesure. Et c'est très important d'écrire parce que ça permet de mémoriser. Quand on n'a pas quelqu'un avec qui va être la mémoire de ce qu'on aura dit ou fait, c'est très important de le fixer par écrit parce que l'inconscient, il va être très fort pour nous détourner de ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait, hein. Ou alors notre résistance vis-à-vis de ce qui s'est dit va être aussi très forte, souvent. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui est écrit et contenant. Je crois que tu as tout à fait raison. De façon à ce que si le contenant est trop fort, ben, on n'aille pas déraper par rapport à la réalité. Jung a connu un moment difficile, d'ailleurs dans le livre rouge, il raconte qu'à un moment donné, il est arrivé enfin, il s'est vu dans une salle d'hôpital psychiatrique, celle qu'il connaissait, et cette fois-là, il était parmi les malades. Et il a senti que c'était la nuit où tout pouvait basculer pour lui. Donc, voilà, il faut savoir qu'il y a ce risque que là et que si on a quelqu'un avec qui on peut en parler régulièrement, c'est beaucoup mieux. Et c'est sûr que de pouvoir faire de l'imagination active en présence de quelqu'un qui note ou qui enregistre, c'est la meilleure solution parce que ça permet d'avoir un retour aussi sur quelque chose qu'on n'aura pas voulu entendre, en particulier dans ce qui s'est dit. Est-ce qu'on interprète l'imagination active? Quand tu parles de retour, est-ce que tu estimes nécessaire d'interpréter ce qui s'est passé dans Tout l'imagination? dépend du stade de la confrontation. Si la confrontation a été fructueuse, on a pu amener les éléments de la vie concrète dans dans le circuit, dans l'opposition. À ce moment-là, il n'y a pas besoin parce que ça se fait tout seul. Par contre, il y a des imaginations qui sont des moments euh, vécus où il n'y a pas forcément de dialogue et où il y a des transformations qui se font et qui ont leur sens et qui ont leur importance pour le sujet. Mais il va quelquefois être comme pour le rêve, on a la difficulté de comprendre la métaphore en fait. Hein, quel est qu'est-ce que l'inconscient a voulu dire avec ça? Von Franz nous disait que l'étape la plus importante et décisive, elle est simple mais difficile, et il s'agit en fait de tirer des conclusions dans la vie réelle. Mhm. Elle commentait en disant, voilà ce qui rend adulte: être seul à faire face, devoir s'éveiller, décider tout seul ce que nous avons à faire. L'inscription dans la vie réelle, c'est ça qui est le plus difficile finalement avec l'imagination active. Ben, c'est-à-dire que le moi se sent remis en question.
C'est ça la difficulté. Donc il faut qu'il soit assez souple pour comprendre ce qu'il faut changer dans son comportement. C'est la difficulté. Si, S'il a cette capacité d'adaptation, à ce moment-là, il peut arriver à gérer ça seul. Mais c'est mieux qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui confirme que ce qui est arrivé a une valeur. Parce que c'est vite fait de dire que c'est un fantasme, ça n'a pas beaucoup de valeur. Euh, L'esprit négatif est très fort pour entraîner. Je pense que tu connais ça dans ta pratique aussi, hein. Tout à fait. Ben, en fait, tu donnes les critères hein, qui permettent de repérer c'est quoi un moi fort. Un moi Mhm. suffisamment fort, c'est aussi un moi qui est suffisamment souple, qui n'est pas Aussi. menacé outre mesure, qui peut accepter Mm. la critique, Oui, et surtout la critique venant de l'intérieur, oui, oui. mais déjà la critique venant de l'extérieur aussi, qui peut s'y adapter, qui peut dialoguer et finalement qui est capable d'être en relation. Mm. C'est vrai il y a un danger à faire de l'imagination active tout seul dans sa tour. On peut facilement s'y perdre tout Oui, d'un coup et plus très bien savoir où est le réel, où est l'imaginaire, où est l'imaginal. oui. Jean-François, on approche de la fin de cette rencontre. Euh, donc moi, je soulignerai encore une fois que la richesse de ton livre, hein, 300 pages, mais vraiment précieuse sur l'imagination active, dialoguer avec son inconscient, Jung, Jung et l'imagination active. Oui. Euh, c'est un livre d'intérêt, pas seulement pour les psychothérapeutes jungiens, c'est un livre d'intérêt pour les gens qui s'intéressent à l'imagination sous toutes ses formes. Je pense à Cynthia Fleury avec sa métaphysique de l'imagination. C'est quand Mm. même un sujet aujourd'hui Mm. qui est élaboré. En conclusion, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui te paraît important encore de nous dire en conclusion de cette rencontre? Que la créativité de l'inconscient est absolument immense et que on est toujours surpris de voir ce qui peut apparaître quand on écoute ce qui vient. C'est jamais ce à quoi on s'attend, c'est toujours autre chose. On pourrait avoir, bon, il y a évidemment la régularité du négatif, ça c'est, mais la manière à chaque fois de se sortir du négatif change. Il y a donc une créativité en nous absolument phénoménale. Et le malheur veut, c'est que on ne soit pas suffisamment armé, ou en tout cas que notre éducation ne nous donne pas les codes, les moyens d'accès à cette créativité. Je dirais. C'est- Donc voilà, donc c'est l'invitation à faire des ateliers d'écriture, c'est l'invitation à prendre des notes, et puis se laisser des moments de rêve aussi, de rêve éveillé pour se mettre en contact avec ce que Jung appelait l'âme et qui Là, on fait. sort complètement du champ de la productivité, de la performance, de la rentabilité, de toutes ces choses-là. C'est très subversif finalement ce que tu proposes là. Oui, en tout cas, c'est très nourrissant. C'est très nourrissant parce que la vie devient beaucoup plus éclairée, a beaucoup plus d'attrait quand on laisse vivre ces images en nous. Et donc, nous avons toujours accès à cette source de créativité finalement. Je crois que c'est ça le message de ton livre aussi. Cette imagination active nous permet de retrouver cette source de créativité à partir du moment où on ouvre la porte. Je dirais juste quand même que pour les personnes à tendance névrotique, c'est beaucoup plus difficile et qu'elles auront certainement beaucoup plus de mal à accéder à ce champ euh, que d'autres qui ont plutôt quelque chose de souple entre une membrane un peu souple entre conscient et inconscient. Donc ça peut être très bien pour certains, ça peut être très difficile pour d'autres, mais faut faire avec ce qu'on est, hein, et on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, mais je peux recommander à nos auditeurs et nos auditrices à la fin de cette vidéo de simplement fermer les yeux,
ressentir, laisser se déposer un petit peu Ouais, ce qui c'est. Et inviter l'imagination à venir un peu comme un personnage à l'intérieur. Et voir juste à travers ce contact ce que ouais, ça leur dit, si ça les invite éventuellement à aller se promener dans la montagne. oui, tout à fait. Un grand merci, Jean-François. Ben, Euh, merci de m'avoir accueilli comme ça. Bien. un autre livre en chantier, quelque chose qui s'en vient, tu vas nous régaler à nouveau de quelque chose? Oui, je prends quelques notes de temps en temps pour un livre sur constituer son espace sacré intérieur. Oh, Je vois que, en fait, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas leur place sur la terre et qu'il faut apprendre à constituer son espace à soi pour pouvoir être ouvert sur les autres. Sinon, on n'y arrive pas. eh ben merci. Bah, ça nous dessine déjà un autre rendez-vous alors, Voilà. ouvrir son espace sacré à l'intérieur. Merci beaucoup, Jean-François. À Merci, une Jean. prochaine fois alors.